Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 1er mai 2026 et notre cher ami, le professeur Ted Postol, est avec nous. Ravi de te retrouver, Ted. C'est agréable d'être de retour. Bonne fête du 1er mai. Joyeux 1er mai. Hier d'ailleurs c'était mon anniversaire, alors. Oui, bon anniversaire. Félicitations, Ted, et tous mes vœux de réussite. Eh bien, merci. Juste avant la fête du travail. C'est pour ça que je suis né le 30 avril, en préparation pour le 1er mai. Oui, commençons, Ted, par les dernières nouvelles, je pense, concernant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. L'une des informations récentes, c'est qu'on a appris que le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, a informé Donald Trump dans la salle de crise d'une possible frappe finale contre l'Iran, selon Fox News. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Ted, quand tu regardes la situation? On a l'impression que quelque chose d'important va se produire très bientôt, une nouvelle phase de guerre. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, si on va revoir le même genre de 40 jours, ou plus, ou ce qu'ils appellent la frappe finale. Je ne sais pas. Quelle est, selon toi, la situation actuelle? J'ai vraiment du mal à comprendre l'état d'esprit derrière tout ça. J'imagine que ces militaires, enfin la plupart d'entre eux, sont au moins, en pratique, compétents, certains plus que d'autres, bien sûr. Mais il faut quand même comprendre qu'ils ne vont pas mettre l'Iran à genoux. Alors je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. Si jamais ils frappent, par exemple, des installations électriques ou des infrastructures critiques en Iran, ça va forcément provoquer des représailles. Et là, franchement, je ne vois pas comment Israël et les États-Unis pourraient gérer ça. Les bases américaines dans le Golfe Persique fonctionnent déjà à peine. La plupart des gens qui y étaient ont dû partir. Ils ne peuvent plus les protéger. Je ne sais pas vraiment ce que l'Iran ferait, mais il est probable qu'il continuerait simplement. Vous savez, les points névralgiques de ces bases, beaucoup ont déjà été détruits. Donc, l'utilité réelle de ces bases est bien moindre que ne laisse penser le fait qu'il reste encore beaucoup de bâtiments debout. Mais vous voyez, l'une des choses qu'ils peuvent faire, c'est infliger des dégâts plus généraux à ces bases. Et l'autre chose, qui serait évidemment grave pour les Israéliens, ce serait que l'Iran reprenne ses attaques à grande échelle contre Israël. Et je m'attends à ces deux scénarios. Donc je ne vois pas très bien ce que serait une escalade de cette attaque. J'ai lu un article ce matin disant que les Américains venaient de livrer à Israël un navire chargé d'environ 11 000 tonnes de matériel militaire. J'imagine, une bonne partie, ce sont des bombes classiques et d'autres équipements du même genre. Mais honnêtement, je n'en sais rien. Vous savez, ça veut simplement dire, en gros, que ce sera du matériel à larguer sur l'Iran. Mais encore une fois, où vont-ils le larguer? C'est très difficile de voir en quoi ça pourrait changer quelque chose sur le plan militaire. Les infrastructures essentielles dont l'Iran a besoin pour continuer la guerre sont toutes souterraines, et rien ne prouve que ces structures soient vulnérables à des frappes venues de la surface. Il y a, oui, des dégâts limités, des dégâts sur les entrées, d'accord, mais ces installations ont été très bien conçues. Si une entrée est endommagée, il y en a une autre. Franchement, je ne vois pas comment. Il me semble que si on évaluait la situation de façon réaliste, on se dirait « on est dans une phase finale » et il vaudrait mieux essayer de régler ça de manière constructive. C'est comme ça que j'évaluerais la situation. J'ai aucune idée de ce que ces gens font. Vous savez, je plaisante parfois en disant que non seulement je ne comprends pas ce qu'ils pensent, mais je ne suis même pas sûr qu'ils pensent vraiment. C'est ce genre de choses. Alors oui, peut-être qu'il y aura une grosse attaque. Ça ne me surprendrait pas.
Mais je ne serais pas surpris non plus s'il n'y avait pas de véritables conséquences, en tout cas pas sur le plan militaire. Il y aura peut-être encore des civils tués, ce qui est évidemment très regrettable. Mais je ne vois pas comment ils pourraient causer de vrais dégâts militaires importants. Ils n'en ont tout simplement pas les moyens. Donc, à mes yeux, si ils passent à l'action, la seule chose qu'ils obtiendront, c'est la fin du cessez-le-feu. Et ça, ce n'est pas dans leur intérêt. Vraiment pas. Ted, vu ce qui s'est passé jusqu'à présent, et quand on entend quelqu'un comme le général Keith Kellogg dire qu'on pourrait aller sur l'île de Khark pour réduire la capacité de l'Iran à exporter du pétrole. Alors, parlons de cette île de Khark. Elle se trouve à l'ouest du détroit d'Ormuz. Pas vraiment à proximité du détroit d'Ormuz d'ailleurs. Mais son argument, c'est de dire, prenons cette île, mettons la pression sur l'Iran et sur son économie. Parce que, selon lui, l'administration Trump en est arrivée au point où le blocus ne fonctionne plus. Ça ne marche pas, et c'est pour ça qu'ils doivent envisager autre chose. Et là, ce dont parle Keith Kellogg, c'est d'aller envahir l'île de Khark, peut-être pour accentuer la pression sur l'Iran. Militairement parlant, comment une telle option peut-elle être raisonnable, ou même simplement envisageable? Eh bien, l'argument que je ne trouve pas juste, c'est que ça poserait des problèmes économiques à l'Iran, qui n'aurait plus la capacité de produire et de vendre autant de pétrole qu'avant. Mais alors, et alors? Les Iraniens sont plutôt coriaces, vous le savez. Et puis, ils sont dans une guerre pour leur survie. En tout cas, c'est ce qu'ils croient. Et franchement, je suis d'accord avec eux. Mais vous savez, ce n'est pas comme ça qu'on va les faire plier. Là-bas, ils ont une société très développée, très sophistiquée. Ils ont des milliers d'années de culture derrière eux. C'est absurde de penser qu'ils vont céder. Ce qu'ils vont faire, c'est riposter. Nous, les Américains, nous allons les laisser faire. Et les Israéliens vont les mettre dans une situation où ils n'auront pas d'autre choix que de continuer à causer des dégâts terribles à l'économie mondiale. Ce qui bien sûr fera énormément de tort aux États-Unis, énormément de tort à Israël, mais surtout au reste du monde. Et vous savez, je pense, on risque de voir apparaître des famines plus tard à cause de toutes les pertes d'engrais qu'on constate. On va aussi subir des impacts énormes sur les capacités de production industrielle, sur la fabrication high-tech de puces et d'autres composants, à cause du manque de matériaux spéciaux comme l'hélium. Vous voyez, les conséquences de tout ça sont profondes et vraiment très très étendues. Mais je ne crois pas, je n'ai pas l'impression que les gens à la Maison-Blanche comprennent ça. Soit ils le nient, soit personne n'a vraiment pris le temps d'y réfléchir. Ces gens-là vivent dans une bulle. Et d'ailleurs, c'est vrai pour la plupart des gens du monde politique. C'est un problème général. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans votre émission parce que, vous savez, je rencontre ces gens et ils pensent savoir des choses simplement parce que quelqu'un, dans les services de renseignement, leur a dit quelque chose. Mais moi, j'ai eu accès aux renseignements. J'avais toutes les autorisations à tous les niveaux. Et je peux vous dire une chose. Si on ne sait pas déjà de quoi il s'agit, certaines informations précises peuvent être utiles. Oui, elles peuvent aider quand on fait son travail. Mais vous voyez, si je veux savoir, par exemple, quelle est notre meilleure estimation du poids du missile Sarmat, eh bien, d'accord, je fais une analyse. J'essaie de comprendre quelque chose. Mais vous savez, en général, pour comprendre le monde, ce n'est pas dans les briefings des services de renseignement que vous allez trouver ça. D'abord, quand on reçoit les briefings généraux, ils sont absurdes, parce qu'ils sont influencés par toutes sortes de préjugés bureaucratiques et internes. Donc on n'en tire rien. Si vous voulez lire un livre sur l'Iran, vous ne lisez pas les rapports du renseignement.
Vous lisez des livres sur l'Iran écrits par des auteurs qui connaissent vraiment le pays. Et la seule façon de s'instruire, c'est de lire la littérature ouverte et d'en comprendre le sens. La plupart des gens qui travaillent dans ces postes gouvernementaux ne comprennent rien. Vous savez, j'ai eu une conversation la semaine dernière avec le président et le directeur général du Bulletin of the Atomic Scientists. C'était incroyable. Cette femme n'a rien compris. Et non seulement elle n'a rien compris, mais en plus, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. J'ai vraiment perdu mon calme. Et je sais qu'elle a cru que c'était juste parce que j'étais de mauvaise humeur. Mais j'ai perdu mon sang-froid parce qu'elle était totalement indifférente pendant cette discussion. Elle ne savait rien. Elle avait organisé la réunion sans rien lire du tout. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle lançait. Ma femme, qui est cadre dirigeante, tu vois, quand elle a entendu comment cette réunion s'était déroulée, sa première réaction a été « Dans mon entreprise, tu serais viré sur le champ si tu menais une réunion de cette façon. » Arriver à une réunion sans rien savoir, sans avoir rien lu, sans aucune préparation, vous voyez le genre. Et cette personne, elle a pourtant travaillé au gouvernement. À mon avis, si les démocrates reprennent la Maison-Blanche, elle y retournera, encore une fois dans un poste, sans rien savoir, sans se soucier des faits réels. Et ça, c'est courant. Ce n'est pas rare du tout. Ce qui est rare, c'est de rencontrer quelqu'un comme Chas Freeman, qui vient d'une autre génération. Quand on écoute Chas parler, on voit tout de suite à quel point c'est quelqu'un d'érudit, de cultivé. C'est pas quelque chose qu'il a appris au gouvernement. Ce qu'il y a appris, c'est comment les choses fonctionnent à l'intérieur, comment le système marche. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est dans le gouvernement. Mais vous savez, on n'apprend pas ça. Toute cette érudition, ça ne vient pas du fait d'être au gouvernement. Rien de tout ça ne vient du gouvernement. Alors, on a ces gens-là, ils se parlent entre eux, ils pensent qu'ils savent quelque chose, mais en réalité, ils savent rien. Vraiment rien du tout. Et la Maison-Blanche, c'est un cas extrême de ce phénomène. Mais laissez-moi vous dire, quand on regarde les démocrates, les sénateurs républicains, les membres du Congrès, la plupart sont ignorants. Et leurs équipes aussi, pour la plupart, sont ignorantes. Parfois, on tombe sur quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Bien sûr, il y a des gens compétents dans ces postes, aucun doute là-dessus. Mais ils sont rares, très rares, parce qu'ils ne sont pas vraiment bien formés. Ils n'ont tout simplement pas ce bagage de connaissances. Et ça vient de l'éducation, et aussi d'un certain élan, d'une curiosité naturelle. Vous savez, il faut avoir un apport, une ouverture. Je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais Schopenhauer avait une expression pour ça. Il parlait de l'idiot de Schopenhauer. Il décrivait les idiots comme des gens qui peuvent être très instruits, intelligents, selon les critères habituels. Ils savent faire des calculs, ils savent lire, ils se souviennent des faits historiques. Mais ce sont quand même des idiots, parce qu'ils n'ont ni la connaissance, ni la capacité, ni la volonté, ou, comme il le disait parfois, ni le caractère, d'ouvrir leur esprit et leurs yeux sur le monde qui les entoure. Ce qu'ils savent, c'est uniquement ce qui se trouve dans leur bulle. Et il n'y a aucun regard vers l'extérieur. Et lui, il soutient que la plupart des gens sont en pratique des idiots. Et on le voit bien. Je crois que j'en ai déjà parlé quelque part, je ne sais plus si c'était ici, mais j'ai eu une réunion avec McGeorge Bundy, très tard dans sa vie. Et ce type-là, franchement, il te regardait même pas quand tu essayais de lui parler. Vraiment, il ne te regardait pas. C'était comme si tu n'étais pas dans la pièce. Alors oui, c'était quelqu'un d'intelligent, dans le sens où il avait une vraie capacité intellectuelle. Mais dans les faits, c'était un idiot. Et bien sûr, ses politiques étaient elles aussi idiotes dans les faits.
Et ça, vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Si on se base sur des critères simples de compétence, pas sur des critères plus larges. Et la plupart des autres, franchement, n'en sont même pas proches. Ils ne sont même pas vraiment instruits. Vous savez, ils vont dans des écoles prestigieuses, mais ils n'y apprennent rien. Ils passent leur temps à se féliciter entre eux, à se dire à quel point ils sont plus intelligents que les autres. Ils pensent tout savoir. Ils se croient experts. Et en réalité, ils ne savent même pas, vous voyez. Et quand on prend un peu de recul, c'est vraiment sidérant. Alors, qui sait ce que ces officiers militaires comprennent vraiment? Et bien sûr, ils subissent une pression énorme. On ne peut pas aller voir ce type Trump et lui dire « Écoutez, Monsieur le Président, c'est absurde. » On ne peut pas. Il n'y a rien d'utile, militairement parlant, qu'on puisse faire. Si tu y vas et que tu fais ça, tu vas te faire virer. Et tu sais, certains veulent faire le travail plus qu'ils ne veulent garder leur poste. On a vu d'excellents officiers se faire renvoyer par ce type, Hegseth. C'est exactement le genre d'officier qu'on veut, que moi je veux, dans l'armée américaine. Mais bon, ils en ont payé le prix simplement parce qu'ils ont dit « Écoutez, je vais vous donner la meilleure réponse possible. » Mais c'est la vérité. Et là c'est « Désolé, je ne veux pas entendre ça. T'es viré. » Alors, qui sait ce qui se passe vraiment dans ces salles de briefing avec le président? Impossible de le savoir. Trump, clairement, est complètement déconnecté. Tu vois? C'était un petit article. Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus parce que je ne vois pas vraiment en quoi c'est une information utile pour ce que je fais. Mais je lisais justement un article. Cet article venait de Insider Discussion, que je pense être une source réelle. Et vous savez, ce rapport en particulier, cet article, disait que Trump ne se compare plus à Washington ou à Lincoln en tant que président. Il se compare maintenant à Alexandre le Grand et à Napoléon. Il fait quel type, tu vois? Je veux dire, je sais que ce type a un problème. On le savait tous déjà avant, mais là, il se passe autre chose. Il y a une sorte de dégradation mentale, sérieuse, importante, qui va au-delà de ce qu'il avait déjà, et c'était déjà grave. Alors, qui sait ce qui se passe pendant ces réunions d'information? J'en ai vraiment aucune idée. Mais c'est un vrai problème. Personne au sein du gouvernement américain ne veut se lever et faire quelque chose à ce sujet. Personne qui soit en position de changer les choses. Donc pas encore. Ted, oui. Désolé de t'interrompre. Si jamais il décide d'attaquer à nouveau l'Iran, comment tu vois la situation du stock américain? Parce que tu as parlé d'envoi d'armes, de missiles vers Israël, ou même de bombes vers Israël. Mais qu'est-ce que tu penses de ces informations, par exemple sur CNN, qui disent que dans certains domaines, tu sais, en ce qui concerne les JASSM, les intercepteurs THAAD, les Patriot PAC-3, et notre ami de ce podcast, Larry Johnson, pense que la situation est extrême que CNN a rapporté. Ça ne m'étonne pas. Je pense que Larry est très bien informé. Moi, je ne me suis pas vraiment concentré là-dessus, même si j'ai écouté. Et j'ai très peu de doutes. On manque clairement d'armes. Mais certaines de ces armes ne comptent pas vraiment. Par exemple, les Patriot PAC-3 ont quasiment aucune capacité d'interception contre les missiles balistiques. Donc, le fait qu'ils soient presque à court, c'est en réalité sans importance, notamment pour les Israéliens. Ce qui pourrait être important pour eux, ce sont les intercepteurs du dôme de fer. Eux non plus ne servent à rien contre les missiles balistiques iraniens, mais ils sont efficaces contre les drones. Le problème, c'est qu'ils ont épuisé la plupart de leurs intercepteurs du dôme de fer en tirant sur des missiles qu'ils n'avaient de toute façon aucune chance d'intercepter.
Ils ont commis une erreur stratégique là. Donc je pense que la majeure partie des dégâts va se produire une fois que les hostilités reprendront. Et tout indique que ce sera le cas. On dirait bien qu'à un moment donné, on va revoir les Iraniens lancer des attaques contre Israël et ailleurs. Et à mon avis, avec le temps, l'essentiel des dégâts viendra des drones. Les ogives sont plus petites, mais elles sont beaucoup plus précises. Et il y en a en grand nombre. Et, vous savez, à la longue, on peut infliger énormément de dégâts avec ces ogives plus modestes, mais très efficaces, sans parler de ce qu'on peut faire avec les missiles balistiques, qui sont déjà puissants en eux-mêmes, mais un peu moins précis. Donc je pense qu'Israël va traverser une très mauvaise période une fois que le cessez-le-feu prendra fin. Ce qui m'inquiète avec Israël, c'est que la direction politique est devenue tellement folle qu'à un moment donné, il pourrait en arriver à un point, pas tout de suite, mais avec le temps, où s'ils commencent à perdre et que cela devient évident pour leur propre population, ils se sentent poussés à envisager d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Je ne crois pas que les Iraniens... Enfin, c'est une situation étrange, toute cette discussion sur la peur que l'Iran utilise des armes nucléaires contre d'autres États. J'ai plutôt l'impression que jusqu'à présent, les Iraniens ont été très réfléchis sur ce sujet. Bien sûr, maintenant que les Américains et les Israéliens ont éliminé une grande partie de l'ancienne direction, il y a une nouvelle génération de dirigeants, plus jeunes, qui pourrait être plus radicale. Et ça, c'est vraiment potentiellement problématique. Parce qu'en réalité, l'intérêt de l'Iran n'est pas de construire des armes nucléaires, mais d'être en position de pouvoir le faire. Je veux dire, ils ont la situation parfaite. Par hasard, il y a quelques jours, je discutais avec un très vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il se trouve qu'il avait été en Iran il y a pas mal de temps, pendant les négociations sur le JCPOA, et qu'il y avait été assez impliqué. Il m'a raconté une conversation qu'il avait eue avec Mohammad Zarif, vous savez, le négociateur du JCPOA, un homme très érudit, vraiment quelqu'un de remarquablement instruit, très sophistiqué. Et cet ami m'expliquait comment Zarif lui avait décrit les raisons pour lesquelles l'Iran ne devrait pas posséder d'armes nucléaires. Et il a repris exactement le raisonnement que je viens de vous exposer. En fait, ce qui m'a lancé dans cette discussion avec mon vieil ami, c'est que je lui expliquais pourquoi, selon moi, ce n'était pas dans l'intérêt de sécurité de l'Iran. Et il m'a répondu, « Eh bien, c'est exactement ce que Zarif m'a dit. Vous voyez, Zarif avait tout analysé en profondeur. Et ça ne m'étonnerait pas que Zarif et d'autres soient les architectes de cette politique une fois que le JCPOA a été abandonné. Cette politique consistant à enrichir l'uranium jusqu'à 60% comme une menace potentielle pour se positionner comme un État sur le point d'accéder à l'arme nucléaire. Ça ne me surprendrait pas qu'il ait joué un rôle dans cette stratégie, qui est une stratégie brillante. L'idée c'est, regardez, nous ne voulons pas devenir un État doté de l'arme nucléaire. Vous pouvez le constater, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont là. Ils observent. Et ça ne nous dérange pas. Mais, vous savez, on a ces moyens maintenant, et on peut s'en servir si on en a besoin. Mais on ne veut pas le faire. Donc c'est une très bonne position à avoir. Et je pense en fait que ce dont je voulais parler un peu aujourd'hui, c'est justement que cette position reste valable. Et l'Iran, vous savez, la chose la plus intelligente que les États-Unis ou l'Occident puissent faire, c'est de reconnaître la réalité du potentiel iranien. On ne peut pas simplement l'ignorer. On ne peut pas le faire disparaître à coups de bombe. Tout est dans des grottes, dans des tunnels. On ne peut pas tuer assez de scientifiques pour que ça change. C'est un pays riche en scientifiques, en gens talentueux. Le savoir-faire est là et il continue de se développer. Donc il faut le reconnaître et il faut composer avec.
Et en face, vous avez un pays qui, au fond, veut simplement qu'on arrête de l'attaquer. Basically wants you to stop attacking them, and in return, they're not going to build nuclear weapons, although they want to reserve the potential to do it. And you're not going to stop that. So reach a deal, because at some point, if they decide to build these weapons, there's going to be hell to pay for everyone. For everyone. The Israelis are going to be facing Saudi Arabia that's nuclear, Turkey, Egypt. You know, it's not just the Iranians who are smart enough to know they don't want this, but these Israelis, they're just so, they don't, you know, it's like there's no second step in their thinking. So, you know, it's like dealing with these, like these people at Stanford, my favorite place to kick, you know, they talk about things and you always say, what's the next step? You know, Mike McFaul, you want to get rid of Putin. Well, Mike McFaul, tu veux te débarrasser de Poutine. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe après? J'en sais rien. Mais enfin, tu parles de politique, non? T'es censé être un spécialiste des politiques publiques. Tu ne réfléchis pas à ce que signifie une suite d'événements. Le monde, c'est une suite d'événements. Ça se déroule en permanence, juste sous nos yeux. Et c'est ce genre de raisonnement. Tu vois, ce qui m'inquiète, c'est qu'on risque d'avoir, en Iran, des dirigeants avec la même vision à court terme. Et eux, ils pourraient changer de politique et se lancer dans la fabrication d'armes nucléaires. Ce serait mauvais pour l'Iran et pour tout le monde. Mais tu vois, les Américains continuent à ne laisser aucun choix aux Iraniens. On a eu ce cas-là. Les Iraniens avaient proposé de diluer l'uranium enrichi à 60% lors d'une des négociations. Alors, ça m'a fait réfléchir à ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire qu'ils mettront un peu moins de temps à fabriquer des armes nucléaires, mais pas de façon spectaculaire. Ce qui ne veut pas dire que la proposition était malhonnête. Ça veut simplement dire que ce pays a en ce moment une capacité énorme à avancer vers le statut d'État doté de l'arme nucléaire. Et j'aimerais faire quelques remarques à ce sujet pour votre public, parce que je pense que les gens devraient peut-être commencer à y réfléchir. Très bien. Si vous pouvez afficher la première diapositive, c'est juste le thème. C'est une proposition pour diluer son uranium enrichi à 60%. Et la deuxième diapositive, la suivante, présente simplement les réalités techniques qui ont déjà été démontrées. Et c'est une situation vraiment très intéressante, parce que, d'abord, j'ai lu les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et dans l'un de ces rapports, publié l'an dernier, on apprend que l'Iran possède ces centrifugeuses avancées de type IR-6, installées en cascade. Je rappelle rapidement à ceux qui nous écoutent à quoi ressemble une cascade. Pour ceux que ça intéresse, il y a 174 centrifugeuses dans une cascade. Et ce qu'ils ont fait, sous la surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc rien de secret, c'est qu'ils ont pris la production d'une cascade de 174 centrifugeuses et l'ont injectée dans l'entrée d'une autre cascade du même type. En pratique, ils ont donc créé une cascade équivalente à 348 centrifugeuses. Moi, j'appelle ça des cascades de centrifugeuses couplées. The report explained what the report gave me was a critical piece of information. Ce que le rapport m'a apporté, c'est une information essentielle que je n'avais trouvée nulle part ailleurs, du moins pas de façon satisfaisante. Il indiquait qu'ils avaient commencé avec de l'uranium enrichi à 20%, sous forme d'hexafluorure d'uranium, et qu'en 30 jours, en un mois donc, ils avaient produit 34 kilos d'uranium enrichi à 60%. Eh bien, ça m'a permis de comprendre combien de travail de séparation chaque cascade avait pu produire, combien chaque centrifugeuse avait pu fournir dans la cascade. Et c'est à peu près 2 fois plus élevé que ce dont on parle habituellement.
En général, on évoque entre 5 et 10 unités de travail de séparation par centrifugeuse. Le chiffre tourne autour de 6 pour beaucoup d'organisations. En réalité, c'est à peu près le double. C'est à peu près 12 ou 13 unités de travail de séparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, avec de l'uranium enrichi à 5%, on pourrait produire environ 2 bombes et demie par an avec une cascade comme celle-là. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, on pourrait fabriquer 12 bombes atomiques. Donc si ça continue pendant des années, et rien ne laisse penser que ce ne serait pas possible, on pourrait en voir 12, vous voyez. Et si la décision était prise de commencer à produire de l'hexafluorure d'uranium de qualité militaire, on pourrait avoir une douzaine de bombes atomiques rien qu'à partir de l'hexafluorure d'uranium enrichi à 5% déjà disponible, avec une seule de ces cascades couplées. Il pourrait en avoir 6, 7, peut-être 8. Il est d'ailleurs très peu probable que les centrifugeuses IR-6 de Fordo aient été détruites. C'est très douteux. Peut-être que les entrées ont été gravement endommagées, mais l'intérieur, lui, était probablement bien protégé. Et il pourrait avoir 7 ou 8 de ces cascades simples, voire plus, ce qui ferait 4 ou 5 cascades doubles, vous voyez, déjà en fonctionnement. Si ce n'est pas le cas maintenant, ce le sera dans un an. Ils sont toujours là. Donc, avec environ 9 semaines, il pourrait prendre l'hexafluorure d'uranium enrichi à 20% disponible et produire une bombe atomique et demi de plus. Et ils peuvent déjà produire environ 11 bombes atomiques en 18 semaines à partir de l'uranium enrichi à 60%. Autrement dit, on parle d'un pays qui, d'ici quelques années, pourrait posséder une vingtaine de bombes atomiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Je veux dire, c'est énorme. Donc voilà ce à quoi vous allez être confronté, disons, d'ici 5 ans environ. Et on ne peut pas l'arrêter, à moins de vouloir larguer des bombes atomiques. Enfin, même ça ne suffirait pas. À moins de vouloir, vous voyez, rayer tout un pays de la carte. Que Dieu nous protège si quelqu'un essayait ça. Mais voilà, c'est la réalité. C'est ce qui vous attend. Alors la vraie question, c'est à quoi peut-on bien penser dans une telle situation? Comment faire face à cette réalité? Bon, passons à la diapositive suivante. Je vais simplement présenter ce que j'appellerais les étapes évidentes. Oui, on passe à la suivante. Merci. Donc, si vous regardez ces estimations, en supposant qu'il n'ait qu'une seule double cascade, il y a de fortes chances qu'ils en aient bien plus que ça. Je vais vous montrer une autre diapositive dans un instant. Il est très peu probable il est en fait très probable qu'ils aient les centrifugeuses de Fordo, et donc bien plus que ce qu'on imagine. Cela montre qu'il est totalement irréaliste de penser qu'on peut arrêter l'Iran par la force militaire. Il faut négocier avec eux. Et d'ailleurs, on négocie avec un pays qui a tout intérêt à trouver un accord. Ils ne veulent pas construire d'armes nucléaires parce qu'ils ont déjà des problèmes avec leurs voisins au-delà d'Israël. Et ils sont assez intelligents, contrairement à ceux avec qui ils négocient, pour comprendre que c'est dans leur intérêt de ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Il faut vraiment regarder la situation de près. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on les force ou si on les met dans une position où à un moment donné, ils décident en interne d'aller de l'avant et de fabriquer des armes nucléaires, la situation deviendra mauvaise pour tout le monde. Le Pakistan finira par donner des armes nucléaires à l'Arabie saoudite. La Turquie et l'Égypte, elles, se mettront à construire leurs propres armes atomiques. Franchement, ça ne marchera pas. Donc c'est un point important. Ça montre que la meilleure approche, c'est de négocier avec l'Iran. Et il faut le faire sincèrement. Je veux dire, il faut que de vraies personnes soient impliquées dans ces négociations.
people involved in the negotiations, putting Steve Witkoff and Mettre Steve Witkoff et Gérard Kirchner dans le coup. Ces deux-là, tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Je pense qu'ils sont plus intéressés par le fait d'aller dans les États pour conclure des affaires que par la négociation elle-même. Ce sont des ultra-sionistes. Personne, les Iraniens ne veulent même pas les voir, encore moins négocier avec eux. Il faut faire venir de vrais diplomates, des gens sérieux, qui comprennent que quand on négocie, il faut savoir ce que l'autre partie a, quelles sont ses contraintes et quels sont ses leviers. Et là, si vous êtes les Américains, vous avez en face une partie qui a un vrai intérêt à négocier. Ils veulent trouver une issue de négociation. they want to negotiate a situation. By demanding, they disarm. En exigeant qu'ils se désarment, ce que font les États-Unis en réalité, c'est dire « faites-nous confiance ». Si vous vous désarmez, d'ailleurs on ne leur dit même pas clairement ce qu'on compte faire, du moins à ce que je vois, on leur dit « vous devez abandonner l'enrichissement de l'uranium, renoncer à vos missiles balistiques et à vos drones. En d'autres termes, désarmez-vous complètement. » Alors les Iraniens, eux, se disent « attendez, on est en train de gagner la guerre. Pourquoi, alors qu'on est en train de la gagner, on se désarmerait ?» Et bien sûr, la réponse, c'est qu'il n'y a aucune raison de le faire. Donc la situation est tout simplement absurde. Bon, passons à la diapositive suivante et regardons un peu la situation jusqu'à la fin de l'année 2025. This is just a look at the situation up to the end of 2025. L'échelle sur l'axe vertical à gauche montre 5 000, 10 000, 15 000 centrifugeuses. Et si vous regardez les barres, on voit que des centaines de centrifugeuses sont produites en l'espace de quelques mois, à mesure qu'on avance vers la fin de la période. Donc, la capacité de production de l'Iran était extrêmement élevée avant les attaques militaires. Maintenant, on ne sait pas vraiment quelle part de cette capacité a été endommagée ou détruite lors des deux attaques qui ont eu lieu en juin et plus récemment. Mais il est très probable que la plupart, sinon la totalité, de la capacité de production soit désormais souterraine dans des tunnels. Alors, à la question de savoir combien ou à quel rythme les centrifugeuses sont fabriquées aujourd'hui, je dirais que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très peu probable que ce chiffre soit faible ou nul. En fait, il est très probable que ce chiffre soit élevé, peut-être, voire probablement, des dizaines ou des centaines de centrifugeuses par mois. Et ce n'est pas une bonne nouvelle si vous pensez pouvoir anéantir la capacité d'enrichissement de l'Iran. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Alors, pour vous rappeler, si on passe à la diapositive suivante, attendez, je vais d'abord aller à la diapo numéro 7. Je vais simplement vous montrer. Voici le rapport dont je parle. Et si on regarde la diapo numéro 8, j'ai mis en évidence la partie du rapport où ils évoquent l'hexafluorure d'uranium enrichi à 20% et la production de 34 kg d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60% en un mois. Ça nous indique clairement quelle est la capacité de ces centrifugeuses. Donc si on revient à la diapo numéro 6, ce dont il était question dans la diapo précédente que je viens de vous montrer, c'est de deux de ces centrifugeuses. À gauche, il y a une cascade de 174 centrifugeuses. À droite, il y en a une autre. On prend la sortie de celle de gauche, on la met dans l'alimentation de celle de droite, et on obtient environ 34 kg par mois d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%, si l'entrée, tout à gauche, est de l'hexafluorure d'uranium enrichi à 20%. C'est une capacité importante. En gros, on est à la fin du cycle d'enrichissement. Alors, si on passe à la diapositive 11, ce qu'on voit sur cette diapo, c'est le carré rouge. Le carré rouge montre la quantité de 25 kg d'uranium enrichi à 90%, qui se trouve sur la gauche dans 3165 kg d'uranium naturel. Ça montre simplement la proportion, et à chaque étape suivante de l'enrichissement,
on retire progressivement l'uranium-238 autour pour le concentrer jusqu'à obtenir, au final, une enrichment granny. Concentrating it to eventually a nuclear weapon. And as I explained earlier, in the next slide, Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la diapositive suivante, ce processus est un processus qui s'accélère. Alors passons à la diapo suivante, Nima. Voilà. On peut voir les choses comme ça. Si vous avez du sucre dans de l'eau, le processus de concentration ressemble un peu à faire bouillir l'eau. Le travail de séparation, au niveau conceptuel, c'est le temps pendant lequel on fait bouillir à un certain rythme pour retirer, disons, 10% de l'uranium-238, dans notre exemple, l'eau. Et plus on avance vers la droite, si on regarde l'avant-dernière colonne, on a une solution avec 50% de sucre dans l'eau. On voit que la dernière étape nous amène au sucre pur. Et le graphique en dessous montre à quoi ressemble la courbe de concentration en fonction du nombre d'étapes d'ébullition. of boiling steps looks like. So if we go to the next slide, Alors si on passe à la diapositive suivante, voici ce que montre le processus d'enrichissement, exprimé en unités de travail de séparation. Si on regarde la courbe rouge, j'ai oublié de la légender, la rouge, cette courbe correspond à une cascade de centrifugeuses qui produit de l'uranium appauvri à 0,2%. Donc, on part d'un uranium à 0,711% d'uranium 235 et on obtient un uranium appauvri à 0,02%. La courbe bleue, elle, montre que si l'uranium appauvri est à 0,04%, le processus devient beaucoup moins efficace dans l'utilisation de l'uranium. Autrement dit, on se retrouve avec 0,04% d'uranium dans l'uranium appauvri, donc on jette beaucoup plus d'uranium 235. Mais regardons le côté rouge. Ce que montre la partie rouge, si on regarde l'axe vertical à gauche, tout en haut de cet axe, on atteint une concentration de 0,9, c'est-à-dire de l'uranium de qualité militaire. that's 0.9 concentration. That's weapons grade uranium. If you look at where the red curve, Si vous regardez jusqu'où la courbe rouge va vers la droite, on est à environ 5500 unités de travail de séparation. Donc en partant d'environ 3165 kg d'uranium naturel, il me faut à peu près 5500 unités de travail de séparation pour obtenir une arme nucléaire. to a nuclear weapon. Je peux reprendre cette courbe et la reconstruire. C'est la même courbe. Regardez, je vous montre la diapositive 14. Ce que vous voyez là, c'est la même courbe. Mais cette fois, j'ai cherché combien d'unités de travail de séparation il faut pour un certain niveau de concentration afin d'obtenir de l'uranium de qualité militaire. Passons à la diapositive suivante. Je vais vous donner un exemple pour que vous voyez ce qui se passe ici. Alors, regardons la ligne verte verticale tout à gauche. Si j'ai de l'hexafluorure d'uranium enrichi à 40%, il me faudra environ 240 unités de travail de séparation pour atteindre 90% d'enrichissement. C'est ce que ça indique. Donc pour obtenir de l'uranium de qualité militaire. That's what it's telling me. In order to get to weapons grade plutonium. So it takes me 2.8 weeks if I have one of these. Alors, il me faut environ 2,8 semaines si j'ai une de ces cascades, ces doubles cascades. C'est plutôt pas mal. Si j'ai un enrichissement à 60%, ça me prend qu'1,4 semaines. Donc si je le dilue, comme dans l'offre, eh bien ça te donne un peu plus de temps, mais pas énormément. Mais c'est un indicateur. Il faut le prendre comme un signe du fait que les Iraniens ont une capacité d'enrichissement considérable. Et il va falloir accepter cette capacité et négocier avec eux, parce qu'ils ont un intérêt en matière de sécurité, à ne pas aller plus loin et à ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Il faut donc reconnaître cet intérêt à ne pas aller plus loin et à ne pas construire d'armes nucléaires, et négocier quelque chose qui permette d'avoir des inspections sur ce qui se passe actuellement. Have inspections of what is now going on. Because now there are no inspections. You don't know Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'inspection. On ne sait pas combien de cascades et de centrifugeuses ils ont. On ne sait pas non plus combien ils en construisent.
puisqu'ils nous ont expulsés. L'accord sur le nucléaire, le JCPOA, exigeait qu'on puisse surveiller la construction de leur cascade de centrifugeuses. Maintenant, on ignore totalement ce qu'ils font. On n'a aucune idée du nombre qu'ils fabriquent. Et au final, on ne saura probablement jamais combien ils en auront construit, même si on renégocie. Mais ce n'est pas une raison pour refuser de conclure un nouvel accord avec eux. Parce que sans cet accord, ce pays va se retrouver, et s'il décide d'avancer, avec 20 armes nucléaires ou plus d'ici 4 ou 5 ans. Et ils vont avoir une douzaine d'armes nucléaires, peut-être plus, en moins d'un an, s'ils décident de le faire. Donc c'est insensé de ne pas chercher à les amener à un accord sur quelque chose qu'ils veulent, au fond, déjà faire, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à créer un problème avec leurs voisins proches. L'argument que j'essaie de défendre, et que je pense solide, c'est celui-là. Si quelqu'un a un autre point de vue, je suis preneur, vraiment qu'on m'en parle. Mais je ne suis pas du tout pour l'idée de dire « bombardons-les jusqu'à l'âge de pierre ». Ça ne marchera pas, ça n'arrivera pas. C'est irréaliste, c'est brutal, c'est immoral, et tout simplement, ça n'arrivera pas. Alors, plutôt que de se taper sur la poitrine et de dire des bêtises, il faut vraiment réfléchir sérieusement et regarder la réalité de la situation. C'est extrêmement important de le faire. Je peux vous montrer une autre diapositive, juste pour que tout le monde sache qu'elle existe, la diapositive numéro 17. C'est simplement un résumé des estimations du rythme auquel l'Iran pourrait fabriquer des armes nucléaires, en fonction de sa capacité en centrifugeuse et du nombre total qu'il peut produire. Ce rythme pourrait être très élevé, mais bien sûr, s'ils n'ont pas tout le matériau nécessaire. Par exemple, si on regarde la colonne la plus à gauche du premier tableau, tout en bas, le niveau d'enrichissement passe de 60% d'uranium 235 à 2 bombes par an avec ces cascades. On arrive alors à environ 35,6, 35,8 bombes par an. C'est ce qu'on voit dans la colonne la plus à gauche. Mais vous n'avez pas tout ça. Vous n'avez pas autant d'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%. Vous n'en avez qu'environ 440 kilos, comme on le voit dans la colonne du milieu, tout en bas du tableau. Donc si vous avez cette capacité-là, alors, dans la colonne tout à droite, vous pourriez fabriquer à peu près 11 ou 12 armes nucléaires. Ainsi, entre l'uranium enrichi à 20% et celui à 60%, vous devriez pouvoir construire 12 ou 13 armes nucléaires, puis en ajouter encore 11 ou 12 sur une période de, disons, 4 ou 5 ans. Et quiconque pense que cette situation ne pourrait pas durer 4 ou 5 ans ne réfléchit pas vraiment. Les Iraniens peuvent nous tenir tête, et ils le feront s'ils y sont contraints. C'est selon moi une leçon de réalisme. S'il existe une autre solution et qu'elle est vraiment réaliste, alors quelqu'un doit la proposer. Sinon, il faut arrêter de jouer avec le feu. Parce que l'Iran a, je ne prétends pas du tout comprendre la politique intérieure iranienne. Tous ceux à qui j'ai parlé et qui en ont une compréhension même partielle décrivent un environnement politique d'une complexité et d'une subtilité extraordinaires. Il y a une très grande diversité d'opinions au sein des élites politiques. Et tôt ou tard, on pourrait se retrouver dans une situation où ceux qui veulent aller de l'avant et construire des armes nucléaires l'emportent. Et ce serait une mauvaise chose pour l'Iran, mais aussi pour tout le reste du monde. Et il est temps de donner la parole à ceux qui défendent une solution de bon sens, à ces Iraniens au sein de la direction politique qui disent « Regardez, c'est la voie raisonnable, pour notre pays comme pour les autres. » Comme me l'a expliqué un ami, Mohammad Zarif par exemple, tenait exactement ce discours.
Il y a des gens comme lui en Iran, et ils sont attaqués. Plus les voix irrationnelles aux États-Unis et en Israël l'emportent et continuent de frapper l'Iran, plus on risque d'arriver à un point où, au sein même de la direction politique, ceux qui veulent aller de l'avant et construire des armes nucléaires prendront le dessus. Et ce serait mauvais pour l'Iran et mauvais pour tout le monde. La dynamique politique est claire. Pas besoin de 10 ans d'études pour comprendre ça. Il suffit de réfléchir. You don't need 10 years of college to understand this. You just need to think. And there's very little thinking. And I might add, Et il y a très peu de réflexion. Et je dirais même que c'est aussi un problème dans le milieu du contrôle des armements aux États-Unis. Parce que ces gens-là, franchement, ils ne réfléchissent pas du tout. À chaque fois qu'on avance un argument, ils réagissent en pilote automatique. Il n'y a aucune analyse. Et c'est pour ça que j'ai été tellement agacé par le Bulletin of the Atomic Scientist. Parce que ces gens-là, en réalité, ils s'en fichent. Ils veulent juste se présenter comme des experts, écrire des articles et vous dire ce que vous êtes censé croire, simplement parce qu'eux y croient. Ils vivent dans leur petite bulle. Ils ne parlent qu'entre eux. Mais l'analyse, c'est vraiment essentiel. Et c'est ce que j'essaie de faire passer dans ces discussions, avec votre public. Ça ne veut pas dire que l'analyse conduit forcément à une solution simple. leads the way to a simple solution. This may be a very undesirable solution for many people. Cette solution peut paraître très indésirable pour beaucoup de gens, mais c'est la seule que je vois qui puisse vraiment nous conduire vers un monde plus sûr. When I say we, I mean Iranians, Et quand je dis « nous », everybody else. je parle des Iraniens, mais aussi de tout le reste du monde. What the real situation Si on ne commence pas à réfléchir sérieusement à la situation réelle et à la manière d'y répondre par la voie diplomatique, on va se retrouver dans une sacrée galère dans les prochaines années. D'ailleurs, on y est déjà, parce qu'on dérive lentement mais sûrement vers une énorme catastrophe économique. in the United States, Aux États-Unis, on est dans une situation très difficile. C'est un pays immensément riche, mais la répartition des richesses y est malheureusement très défavorable. 60% des Américains vivent au jour le jour, d'un salaire à l'autre. Et quand le prix de l'essence augmente, quand le gallon prend $1 de plus, la plupart des Américains n'ont tout simplement pas la possibilité d'éviter cette dépense. Americans cannot just avoid spending the money. We are a country that's spread out. Our cities are built. Nous sommes un pays très étendu. Nos villes sont construites à faible densité. Les gens doivent se déplacer en voiture. Ce n'est pas un choix. Moi, je peux prendre les transports en commun parce que j'ai la chance de vivre dans un quartier central, assez aisé. J'ai une voiture qui a presque aucun kilomètre au compteur. Elle a 10 ans. Je marche partout. Je vais à pied faire les courses. Mais la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le choix. Et quand on vit de salaire en salaire, et que tout à coup, une part importante de son revenu disparaît parce qu'il faut acheter de l'essence pour aller travailler, il ne reste plus d'argent pour la nourriture. Et les prix de la nourriture augmentent. Pas seulement à cause du coût du transport, ça, c'est juste la partie visible. Parce que la ferme, vous savez, ma femme a une ferme dans sa famille, et en ce moment, on discute avec un ami qui loue des terres sur cette ferme. To people, to a friend who rents land on the farm, and we're trying to understand what the price of On essaie de comprendre quel va être le prix des engrais. growing season. Et vous savez, comme la saison des cultures commence, combien ça va coûter de pomper l'eau sur les terres? Et bien sûr, il faut du diesel pour faire tourner les pompes. Tout ça va entraîner une hausse des coûts alimentaires, une hausse générale des prix. Alors pour les États-Unis, qui sont un pays riche et privilégié, ça va être une catastrophe. La pression sur Donald Trump va augmenter énormément, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et Dieu seul sait ce que ce fou et son équipe incompétente vont encore inventer dans les prochains mois, avant les grandes élections législatives qui approchent. Les États-Unis vont connaître beaucoup de turbulences politiques. So the United States is going to see a lot of political turmoil. More importantly, you have countries all over the world. Plus important encore, il y a des pays partout dans le monde qui ont du mal à nourrir leur population. Il va y avoir de la famine dans ces régions.
C'est ce qui nous attend. Et ça va se produire. Même si on arrêtait tout maintenant, ça arriverait quand même, à un certain niveau. On a déjà perdu 13 millions de barils de production pétrolière par jour, rien qu'à cause des dégâts sur les installations existantes. Ça ne peut pas durer éternellement. Les gens doivent commencer à réfléchir à la manière dont la diplomatie peut être utilisée pour mettre fin à cette folie. Mais vous savez, on va m'accuser d'être du mauvais côté. Pourtant, je ne vois pas comment les Iraniens pourraient agir autrement que ce qu'ils font si l'Occident ne commence pas à négocier sérieusement avec eux. Leur intérêt, c'est de négocier. Their incentive is to negotiate. They have every reason to negotiate. But they need sanction relief, and they need to be able to carry on an enrichment program with the appropriate safeguards under the International Atomic Energy Agency so they can go about their business, which they are determined to do. It's not for us to decide whether or not they have the right to enrich. They have the right to enrich. That was decided when the Non-Proliferation Treaty was negotiated. You can't say you don't have the right to enrich and everybody else does. That doesn't work. Not if you're a country who aspires to have your own enrichment program. We can debate whether they need it or not and all this other stuff, but that's another discussion. And so I think diplomacy is really needed here. Yeah. Oui, je pense que beaucoup de bons arguments ont été avancés pendant cette discussion, et j'espère qu'on pourra retrouver un peu de bon sens face à ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout devient de plus en plus compliqué. Vous savez, je me souviens que vous aviez parlé de Michael McFaul. Il y a à peine 5 jours, il a tweeté que l'Ukraine est en train de gagner. Et si on compare ça avec l'ambassadeur Chas Freeman, c'est difficile à croire. It's hard to believe. It's hard to believe. C'est difficile à croire. Vraiment, c'est difficile à croire. Bon, je crois que j'en ai déjà parlé à un moment, je ne sais plus si je t'en ai parlé, mais j'ai eu, tu sais, je le connais depuis de nombreuses années. J'étais à Stanford et j'ai eu une discussion avec lui après un séminaire. Et je lui ai demandé, en fait, je lui ai vraiment demandé pendant cette discussion, qu'est-ce que tu penses accomplir? Et lui, il me répond, et toi, qu'est-ce que tu veux accomplir? C'était une vraie discussion, hein? Et là, il me dit, je veux me débarrasser de Poutine. Alors je lui dis, et comment tu comptes t'y prendre? Il me répond, je ne sais pas. Et moi je lui dis, tu veux t'en débarrasser, mais tu ne sais pas comment. C'est quoi cette politique? Eh bien, ce n'est pas une politique. Je ne défends pas une politique. J'ai dit, eh bien, vous venez d'en faire une. Vous venez de faire une déclaration politique. Vous pensez qu'il est important de se débarrasser de Poutine. Mais qui va le remplacer? Vous y avez réfléchi? Voilà, c'est difficile à croire. Voilà ce qui arrive quand on vit dans une bulle. Cet homme, c'est l'exemple même de quelqu'un qui vit dans une bulle. J'avais eu une discussion avec lui, bien plus tôt, où il faisait la promotion. Il était la figure de proue, vous vous en souvenez peut-être, du reset russe en 2009. Les États-Unis allaient réinitialiser leurs relations avec la Russie et entretenir de bonnes relations. Alors, l'histoire que vous entendrez de la part de McFaul, c'est que les Russes n'ont pas tenu leurs engagements. C'est ce qu'il va vous dire. Mais la vraie histoire, ce n'est pas ce qu'il prétend. En réalité, lui avec Hillary Clinton, ont pris les Russes de court en leur proposant d'installer des systèmes de défense antimissiles en Roumanie et en Pologne. Ces systèmes, c'étaient des systèmes Aegis, capables de lancer des missiles de croisière vers la Russie. Les Russes ont regardé ça et ont dit, vous savez, cette défense antimissile n'a aucune capacité réelle. D'ailleurs, j'ai dû l'expliquer à McFaul. Il ne savait même pas que cette défense antimissile n'avait aucune capacité.
He didn't know that this missile defense had no capability. He was working on getting these things deployed. Il travaillait à déployer tout ça, mais il ne savait absolument pas de quoi ces systèmes étaient capables. J'ai dû lui expliquer, tu vois, que les radars ne sont pas assez puissants pour détecter et guider les intercepteurs, et que les intercepteurs, eux, ne sont pas assez rapides pour atteindre leur cible. C'est une blague technique. Par contre, ce que le système peut faire, c'est lancer des missiles de croisière vers la Russie. Alors, dis-moi Mike, à ton avis, qu'est-ce que les Russes vont en penser? Les Russes vont penser la même chose que moi. Moi, je pense que c'est une menace pour les Russes. Je ne suis pas russe, je suis américain. Simplement, je suis informé sur le plan technique, contrairement à toi. Et je pense que c'est une menace contre la Russie. Alors, pourquoi tu penses que les Russes réagissent comme ça? Pourquoi tu crois que cet accord a échoué? C'est à cause de toi, de ton ignorance, de ton absence totale de volonté de comprendre ce que tu fais, de ton désintérêt pour tes propres politiques. Tu es pourtant dans une position où tu pourrais poser les bonnes questions. Mais tu ne l'as pas fait. Tu vois, c'est ça l'arnaque. Ce type-là, c'est une bulle. Il vit dans une bulle. Et c'est un exemple, encore un exemple de cette bulle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il s'assoit, il organise une réunion avec moi, une réunion sur Zoom. Et là, elle me dit, « Je ne vois pas de quoi vous parlez. De quoi parlez-vous » Eh bien, c'est toi qui as appelé la réunion. Je t'ai envoyé les documents et tu ne les as même pas lus. Eh bien, j'étais occupé. Toi aussi, t'étais occupé, hein? Tu crois que moi, je le suis pas? Elle avait un technicien au sein du Conseil pour la science et la sécurité, cette femme. Il n'a pas pu venir. Lui aussi, il était trop occupé. Mais j'ai échangé avec lui par email. Et à un moment, il m'a écrit quelque chose. J'ai encore ses emails, d'ailleurs. Je pensais même faire une conférence à ce sujet. Il m'a dit quelque chose qui m'a poussé à lui répondre. Vous êtes en train de m'insulter? Vous pensez que je n'ai aucune compétence scientifique? Franchement, ce qu'il disait, c'était insultant. Alors il me répond, ce type me répond, « Oh, Dr. Postol, je ne vous insulte pas. Je comprends très bien que vous en savez bien plus que moi sur ces sujets. » Mais il n'a même pas pris la peine de venir à la réunion pour en parler. Donc tout est par écrit, tu vois. Toi, tu en sais bien plus que moi sur ce sujet. Alors je lui ai répondu et je lui ai dit, pourquoi tu sièges au Conseil scientifique et de sécurité du Bulletin des scientifiques atomiques si tu n'y connais rien et que tu n'as aucune envie d'apprendre? C'est quoi ton rôle? Pourquoi tu es là? Pour dire, je suis un type bien, je suis pour le contrôle des armements, le contrôle des armements, le contrôle des armements. Je suis un homme bien, je suis contre l'instabilité. Voilà le genre de communauté à laquelle tu as affaire. Voilà les gens du bon côté, soi-disant. Alors tu comprends pourquoi j'en ai ras-le-bol de ces gens-là. Et oui, j'en ai vraiment marre. Complètement marre. Mais heureusement, eux aussi en ont marre de moi. Merci Ted d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Et nous te remercions sincèrement d'avoir partagé tes informations, ta compréhension et ton expertise avec notre public. C'est vraiment très apprécié ici. Eh bien, si les gens sont intéressés un jour, j'aimerais vraiment parler un peu du fonctionnement des centrifugeuses, parce que c'est un sujet très intéressant. J'ai passé pas mal de temps à les étudier en détail, et j'ai trouvé plusieurs façons simples d'expliquer comment elles marchent. Ça pourrait être amusant pour votre public. C'est possible. On prévoit ça pour vendredi prochain à 14 h. D'accord, c'est noté. Exactement. Parlons-en. Oui, on va en parler. Et on va résumer pourquoi c'est important, bien sûr, parce que ce n'est pas juste une curiosité. C'est une science qui a un impact direct sur la sécurité nationale et sur la sécurité mondiale.
Donc, ce n'est pas difficile à comprendre, à condition que quelqu'un prenne la peine de l'expliquer de façon assez simple. Et pour moi, c'est un vrai plaisir de le faire, même juste pour moi. It's a lot of fun for me to do that for myself. So Oui, ce serait intéressant pour notre public et pour moi aussi. D'accord, merci Ted. Vendredi prochain? Parfait. Très bien, exactement. Au revoir. take care. À très bientôt. Au revoir.